Institut français, vivre les cultures. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما أني سألقي العرض باللغة الفرنسية، اخترت كذلك أن أقدم ملخصا له باللغة العربية بعد انتهاء منه، حتى أتمكن ويتمكن الجميع من المحاورة وطرح الأسئلة الممكنة. Le sujet se rapporte aux différentes influences qui ont accompagné la genèse et le développement de l'Azawan. Et je l'ai particulièrement intitulé le syncrétisme modal dans l'Azawan classique. Pourquoi l'Azawan classique? Parce qu'il y a maintenant d'autres pratiques qui ne respectent pas scrupuleusement la séquence contraignante, la séquence obligée du déroulement de l'Azawan. التمازج المقامي في أزوان الكلاسيكي. Alors, tout d'abord, donc, je vais passer qu'est-ce que j'appelle système modal. En fait, il y a, si vous voulez, grosso modo, deux systèmes de construction musicale au monde. C'est le système tonal, qui est particulièrement le système européen et occidental, basé sur ce qu'on appelle les fonctions tonales, c'est-à-dire le premier degré, le quatrième degré et le cinquième degré, qui génèrent à la fois la mélodie, l'harmonie, le contrepoint et toutes les formes de construction polyphonique. Et puis, il y a les autres, les musiques extra-européennes, qui sont basées sur le modalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une hiérarchie stricte dans la formation des notes qui sont à l'intérieur d'une échelle musicale. Et que ce soit la musique arabe, la musique indienne, d'autres musiques asiatiques, les musiques africaines, etc., ce sont des musiques qui ne sont pas soumises aux mêmes lois de hiérarchie entre les notes. Et le système tonal européen, qui est une exception de l'histoire, parce que normalement, il n'a commencé à être présent qu'à partir du moment où les Européens ont adopté ce qu'on appelle le tempérament égal. Dans l'échelle sonore, dans l'échelle musicale, il y a une subdivision en 12 notes, qu'on appelle l'échelle chromatique. Et ces 12 notes sont mathématiquement calculées de fait qu'entre la note et la suivante, il y a un rapport d'une racine douzième de 2. Bon, je passe, c'est très technique. Et donc, à partir de là, on a commencé à faire des lois strictes à l'intérieur de l'échelle, et notamment surtout après l'époque baroque et après l'époque classique européenne. Donc, quand on voit le modalisme, il y a deux formes aussi du modalisme. Ce que j'appelle le modalisme scalaire, c'est-à-dire qui est basé sur une échelle de notes, et le modalisme non scalaire dans la musique azawan, dans beaucoup d'autres musiques au Maroc, en Afrique, etc., qui se basent plus sur la formule mélodique que sur l'échelle théorique qui est le soubassement de cette musique. Qu'est-ce qui fait que Azawan est dans ce qu'on appelle la logique modale? D'abord, c'est une musique non scalaire. Deuxième chose, c'est qu'il adopte une particularité sur le cheminement du parcours musical qu'on appelle genbet, les voix. La voix noire, la voix blanche et la voix gnédia qui est la voix médiane. Et puis, l'importance de ce que j'ai appelé les groupes et tout. C'est-à-dire que cette musique n'est pas définie par l'échelle, mais plus définie par ce qu'on appelle le raddat, le barba ou le radda, qui fait que c'est ça qui donne la couleur, ce n'est pas l'échelle musicale. Et
Enfin, la centralité de la musique, la centralité de la poésie. Pourquoi je parle de la centralité? Alors, avant de parler de la centralité de la poésie, le système lui-même, il est basé sur l'imbrication de trois formes d'organisation sonore. Il y a le pentatonique, c'est-à-dire les 5 notes. Il y a parfois et accessoirement de l'heptatonique et de l'hexatonique, c'est-à-dire en 6 et en 7. Et il y a ce qu'on appelle les organisations microtonales. Microtonales, c'est-à-dire que les notes, ce sont des notes qu'on ne peut pas retrouver, par exemple, au piano. C'est-à-dire qui sont entre les touches du piano. Il faut trouver d'autres notes entre la touche blanche et la touche noire pour être dans le microtonal. C'est-à-dire et puis, ces mêmes influences qu'on voit pour la musique, ce sont les influences qu'on a récoltées aussi de la langue elle-même. La langue hassani, c'est une langue qui est faite de plusieurs, si vous voulez, strates linguistiques. Il y a l'arabe, bien sûr, il y a l'amazigh sanhaji, et il y a aussi les langues africaines, des influences du Fulani, de Soninké, ce que vous voulez. Et tout ce qui est autour de la boucle du Niger, on le retrouve quelque part quand on fait de vraies recherches linguistiques. Après, donc, là, j'ai produit si vous voulez, un schéma qui me donne à peu près quelles sont les connexions possibles entre cette musique azawan et d'autres musiques, que ce soit la musique amazigh, à partir de Ouadnoun et au nord, que ce soit la musique arabe orientale, que ce soit la musique nord-américaine, peut-être quelque chose qui a un rapport avec le blues et le jazz, que ce soit avec des échelles pentatoniques et rythmiques africaines, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être... Mais ce que je retrouve aussi, qui est le plus proche de cette musique, quand je veux la comparer à une musique, je ne peux la comparer qu'au raga et tala hindou, c'est-à-dire les modes et les rythmes de l'Inde qui ont curieusement le même esprit de construction modale et de construction vocale. Je passe. Alors, la centralité de la poésie. Alors, la centralité de la poésie, elle est faite à partir de, si vous voulez, deux fonctions ou trois. La première, c'est qu'il y a la métrique, l'haroud. La métrique de la poésie, elle influence beaucoup la conception et la structuration du parcours musical lui-même. Deuxième chose, il y a, on trouve la correspondance, ça je fais simplifier, mais il y a plus que ça. Par exemple, le mode car, il va toujours avec le bit mrimida, Sénécar avec Bouamran, et j'en passe. Donc il y a une correspondance, si vous voulez, stricte entre la métrique poétique et le mode musical. Deuxième chose, il y a une progression, plutôt une correspondance de sens. C'est-à-dire que medh peut-être dans le premier mode, l'amour et la nostalgie dans les derniers modes, etc. Donc, il y a une correspondance stricte qui aide au repérage. C'est-à-dire que le musicien, ou plutôt le public averti, qui connaît, qui a l'habitude d'écouter ça, il se repère à travers le thème qui est chanté. Parce qu'il n'a pas toute la compétence technique pour comprendre que ce thème, c'est le petit ou fagou ou le khal ou le biad. Pour lui, le repérage essentiel, c'est le repérage à travers ce qui est chanté. Quelle est cette poésie qui est chantée? Et ça, c'est très, très important. Seuls les techniciens, les grands musiciens connaissent vraiment les détails des modes. Alors, on parle du bet, c'est-à-dire la forme métrique de la poésie. Et le bet, il est donc,
il part sur un certain nombre de syllabes qui peuvent aller jusqu'à 8 et plus. Et donc, ces syllabes, on retrouve cette forme aussi dans plusieurs autres musiques qui sont Sahara et Après-Sahara. Par exemple, le melhoun chez nous, le chant melhoun, il a des formes strophiques et des formes métriques très, très, très complexes. Et même certaines chansons modernes au Maroc, ils ont pris des buts sans le dire, sans l'avoir en conscience, sans en être conscient. Par exemple, une chanson très célèbre de Abdelhadi Ibn Khiyat, il dit « Ya bint al-nas, ana faqir ودراهم يومي معدودة إنما قلبي كبير وبحر شطآن ممدودة. يا بنت الناس أنا فقير يومي معدودة. » C'est le petit 8. C'est le but de 8. إنما قلبي إنما عندي قلب كبير وبحر شطآن ممدودة. 8. Donc, si vous voulez, cette correspondance inconsciente qui a fait la transhumance des signes, la transhumance du sens, est partout. Et partout, c'est-à-dire que il faudrait puiser encore plus pour trouver cette unité si vous voulez, de la sensibilité musicale à travers nos pays. Alors, autre chose. Alors, bon, ça, quelqu'un en a parlé hier, sur les correspondances de la théorie des humeurs, j'en passe, c'est-à-dire que cette musique n'est pas seulement une musique pour la musique, mais une musique aussi qui a un rapport avec les humeurs, avec la théorie de l'éthos, etc. Je passe. Alors voilà, j'ai produit ce graphique pour montrer, en fait, qui est-ce qui différencie les voix entre elles. Ce n'est pas les notes seulement, mais aussi les registres. Hier, vous avez vu le musicien qui jouait Tidinit. À chaque fois, il changeait l'accord, la tension des cordes. Justement parce que, en étant dans une voix pour passer à une autre, en étant dans un mode central pour passer à sa dérivée radif, etc., il a fallu non seulement changer les notes sur lesquelles sa main droite passe, mais surtout le registre de l'instrument lui-même. Donc là, j'ai produit, par exemple, celui qui est stable plus, c'est l'ardine, parce que l'ardine, on ne peut pas toujours changer l'accord, mais le tidinite, si vous voulez, il a un soubassement sonore qui est assuré par l'ardine et un changement continuel parce qu'il a la possibilité de changer les cordes le mahar ou le tishbatan. Donc, voilà un tableau assez, si vous voulez, assez complet. Alors là, par exemple, pour se rappeler les modes, on fait comme dans toutes les sciences arabes et musulmanes, l'arajiz. L'orjouza, c'est pour un poème qui synthétise un peu, d'une manière didactique, ce qui se passe. Par exemple, on a un gaf qui dit عين الناس وعينا لا ضر عن كلامه مكة والحر دينا الحجيب ودخول نيامة. إذن gaf واحد, un seul gaf, on a passé un certain nombre de modes. Et on retrouve ça, il y a plusieurs gaffes qui si vous voulez, qui rappellent voilà. Alors, bon, ça c'est aussi ces techniques-là, j'ai essayé d'approcher un peu ce que ça veut dire les notes noires. Les notes noires, c'est-à-dire ce sont les notes qui ne sont pas dans ce qu'on appelle la gamme normale, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des notes qui sont soit abaissées, soit augmentées d'un certain nombre de commas. Et donc,
par rapport aux 5 modes. Alors, l'accord relatif. Alors, par exemple, quand on demande à un musicien occidental comment il accorde son instrument, il dit voilà, j'ai un diapason. Un diapason qui a comme fréquence 440 vibrations par seconde, et c'est à partir du diapason que je règle mes instruments. Ça ne se passe pas comme ça. L'accord du musicien de la zawan, c'est un accord relatif. C'est-à-dire, c'est lui qui accorde selon si vous voulez, le niveau de sa voix pour donner le maximum de ce qu'il veut donner dans ce récital. Donc, il n'y a pas un diapason strict, il y a, si vous voulez, l'oreille qui détermine ce qu'il va porter. Voilà, bien sûr, il y a plusieurs systèmes acoustiques. Je ne vais pas vous ennuyer par ça. Des systèmes anciens qui découlent de la théorie grecque ancienne, notamment 2 systèmes importants, celui de Pythagore et celui d'Aristoxène. Et il y a le système tempéré occidental, et il y a même beaucoup d'autres systèmes qui sont, par exemple, dans les ragas hindous, etc. Alors, bon, je passe. Là, j'ai vu quelque chose d'intéressant qui a été, bien sûr, il est incomplet, qui a été présenté par un musicologue allemand qui s'appelle Mike Hertin, qui a vu que si vous voulez, les mêmes structures d'intervalles se reproduisent dans presque tous les modes, tous les 5 modes, mais en opérant une translation, c'est-à-dire en déplaçant le début du mode, on arrive à avoir, par exemple, le mode quart et le mode fagot. Il fait 11, 4, 6, 11, 4. Et donc, si on déplace vers le 6, on aura 6, 11, 4, 11, 4. Même chose pour le biot, même chose pour le bégui. Le khal, c'est autre chose. Le khal, c'est la seule gamme, franchement, heptatonique, c'est-à-dire avec 7 notes. Pourquoi ? Parce que c'est une gamme qui a le même sens, la même sonorité qu'une gamme orientale arabe qu'on appelle le rast. Et d'ailleurs, il est basé aussi sur un mode, une métrique qui s'appelle Sreyer. Et donc, c'est justement là le seul point, le seul lien central entre la musique de Zawan et la musique syrienne et égyptienne. C'est la même chose. Alors, je vais essayer d'aller vite. Voilà. Maintenant, les problèmes qui se posent pour la transcription. Donc, il y a le travail qui a été fait par Charles Guignard, d'autres travaux minimes, mais on n'a pas encore réussi à avoir des rapports acoustiques précis. C'est-à-dire, on a entre une note et une autre un rapport. Par exemple, entre le do et le ré, on a un rapport de 9 sur 8. Etc. Entre le mi et le fa, on a un rapport de 256 sur 243. Mais pour la musique microtonale, on hésite. C'est-à-dire, il y a une fluctuation pour pouvoir mesurer exactement ce qui se fait. D'abord, l'interprète n'est pas vraiment... bon, bien sûr, il se base sur son oreille. L'oreille, elle est imparfaite. Aujourd'hui, il donne une position, demain, une autre position légèrement moindre. Donc, c'est un travail qui devrait être un travail de laboratoire et un travail qui doit être fait après la synthèse de l'écoute des choses dont on est d'accord, tout le monde est d'accord, de considérer que ce sont les références. On prend des enregistrements d'anciens maîtres et on dit voilà, on va se baser sur cet enregistrement, tout en travaillant sur la variante entre Krarza ou etc., le Hod ou Adam. Donc, c'est un travail de laboratoire.
Ce n'est pas un travail parce que l'oreille a beau être une oreille blanche, et ne pourrait pas être précise. Bien. Alors, autre chose, quand on veut enregistrer, ou plutôt transcrire musicalement un répertoire, ce n'est pas à partir de l'instrument, c'est à partir de la voix. Parce que la voix, elle est plus précise que l'instrument. Et la voix, elle est, si vous voulez, le porte, c'est-à-dire celle qui porte mieux l'identité de la culture. Ce n'est pas l'instrument. L'instrument, on a un peu de virtuosité, on a des imprécisions, etc. Mais la voix, non. La voix ne ment pas, parce qu'il est le cœur de l'identité. Donc, travailler sur la transcription à partir des voix. Et d'ailleurs, l'accompagnement musical n'est jamais aussi précis que Raddat de la voix. Bien. Alors, une autre façon de transcrire. Bon, comme on a dit que c'est une musique non scalaire, il ne faudrait pas continuer à dire que, par exemple, le mot de quart, c'est le sol, le si abaissé, le do, le ré, le fa dièse un peu abaissé, le sol. Non, ce n'est pas ça. Ça ne marche pas de travailler par échelle. L'échelle peut être théorique pour être un soubassement pour autre chose. C'est-à-dire, pour définir le mode, il faut revenir à la raddat, les gruppettos qui donnent la couleur pour chaque mode. Deuxième mot, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, c'est le centre modal, qu'on appelle la zaï, aussi est très important. Bien. Alors, des perspectives. Je voudrais conclure sur la chose. À mon avis, il faudrait que le conservatoire de Nouakchott soit soutenu parce que c'est lui qui va nous permettre de synthétiser et plutôt de répertorier et de mener des études sérieuses parce qu'on ne peut pas faire des recherches comme ça, chacun de son côté. Il faudrait qu'il y ait à un certain moment une instance académique pour que l'étude soit faite correctement. Deuxième chose, préserver la sonorité. Là, on a un problème. C'est-à-dire, par exemple, le tidinite, il est concurrencé par la guitare électrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de sonorité, il y a un problème de force. Bon, choisir entre l'authenticité et la performance sonore, c'est souvent, ça se fait au détriment de tidinite. Ce que je propose, c'est qu'il y a matière de travailler sur l'organologie de l'instrument. Comme ça a été fait en Europe. Le violon européen n'a jamais été comme ça. C'est-à-dire il y avait beaucoup de recherches sur les matières, sur les cordes, etc. Et pour cela, il n'y a qu'une solution. Il y a 3 personnages qui sont essentiels au développement de l'organologie. Le musicien, le facteur d'instrument et l'ingénieur acousticien. Et à chacun d'eux, on va donner comme consigne à la fois de renforcer la sonorité de l'instrument tout en préservant le timbre. C'est très important parce que si on augmente la sonorité et que le timbre soit autre chose que le timbre qu'on veut, c'est pas possible. Et puis, bien sûr, on ne va pas s'enfermer dans la tradition. Là, quand on est sur de bonnes bases, quand on est sur de bons pieds, on peut s'ouvrir à la créativité. Merci. Alors, si vous permettez, je vais faire un résumé très... Une minute, c'est possible. في هذه المداخلة حاولت أن أتجول فيما يخص المكونات والأشياء التي أثرت في تكوين هذا الرصيد العظيم اللي هو رصيد أزوان، ابتداء من علاقته بالشعر وعلاقته بالمعنى وكذلك علاقته بالعروض
أشياء كثيرة كونت مجاله وتنوعاته، وخصوصا أنه يقدم لنا مجموعة من الطرق المختلفة لتناول هذا الرصيد، الجنبة الكحلة والجنبة البيضاء والقنيدية إلى آخره. وفي نفس الوقت خلصت إلى أن هذه الموسيقى العظيمة لا يمكن أن نتركها فقط للأهواء وحقيقة نتمتع بها، ولكن يجب أن ننخرط في مسار أكاديمي صحيح، وذلك بتشجيع ودعم البحث العلمي الأكاديمي، تشجيع المعهد الموسيقي الوطني في نواكشوط، وكذلك تشجيع البحث فيما يخص صناعة وتطوير هذه الآلة في توازن ما بين تقوية صوتها والحفاظ على طبعها. شكرا. Institut français, vive les cultures. Sabah al-Khir, salam alaikum. Tout d'abord, je suis honoré de contribuer à cette rencontre par une communication que je propose qui s'intitule « La musique stambeli chez la minorité tunisienne noire, origine et caractéristiques ». Le patrimoine musical tunisien se compose d'expressions aussi riches que variées que les musicologues s'accordent à diviser en musique savante, élaborée aussi on dit, ou classique, et populaire, toutes les deux de tradition orale. Le corpus principal de cette musique savante est le malouf. Bien sûr, je ne vais pas parler de malouf parce que ce n'est pas le contexte. Tout ce corpus a une mélodie monodique, donc un seul son, et plusieurs rythmes, parfois assez complexes, qui dépassent parfois les 32 battements. Tenez-vous bien, un cycle peut dépasser 32 battements. Cette communication se propose de jeter la lumière sur les principales expressions dites populaires, mais de se focaliser sur la musique et les danses du stambeli, telles que pratiquées par des minorités dans certaines régions de la Tunisie, et de se pencher sur son interaction vers le nouvel environnement socio-culturel et les nouveaux médias. Le stambeli a-t-il gardé ses spécificités des pays d'origine, mélodie, rythme, instruments et danse, ou ont-elles changé en empruntant des expressions du terroir? Comment se présente aujourd'hui une séance ou un spectacle stambeli? Requiert-il toujours des vertus thérapeutiques par le biais de la transe, incarnant des entités surnaturelles, ou sont-elles une simple expression en rapport avec le soufisme ou autre croyance? Voilà les questions que je me pose. Une idée sur la musique, sur les caractéristiques de la musique populaire chez nous. Comme je l'ai bien dit, chaque tribu ou chaque communauté chez nous a sa propre musique citadine ou populaire, avec son expression particulière, bien que la Tunisie soit un tout petit pays, mais on dénombre une multitude de rythmes, de mélodies, d'expressions musicales vraiment très diverses. Donc, ceci reflète la diversité des influences culturelles qu'a subi la région du Maghreb en général et la Tunisie en particulier, de par sa position géographique située, comme vous le savez, entre l'Europe, le Moyen-Orient et le Sahara. La langue arabe, avec ses différents dialectes, a gagné la Tunisie, non sans difficulté, puisque ce n'est qu'à partir du XIe siècle, avec l'invasion des tribus hilaliennes, Banu Hilal, que l'arabe l'emporte sur la langue berbère, qui reste quand même minoritaire et enclavée dans quelques régions du sud tunisien. Le stambeli, maintenant j'en viens, il s'agit d'un culte ou d'un rite introduit au Maghreb
et notamment en Tunisie, au XVIIIe siècle, suite à l'esclavage et la traite des Noirs, abolie d'ailleurs en 1846 par Ahmed Bey, le roi, donc le bey de Tunis. Il fait partie désormais des traditions musicales ethniques et reste très vivace chez nous comme chez les Gnawa au Maroc. Ce culte d'origine Hawassa venant du Niger a pu se perpétuer à travers une adaptation socio-religieuse en s'intégrant progressivement dans la mystique populaire fondée sur l'adoration des saints et les pratiques magico-religieuses traditionnelles. Certaines hypothèses qui restent à vérifier le rapprochent d'autres expressions originaires de Haïti, mais ça reste à vérifier. Donc, le Stambeli mêle musique, danse, chant, qui font entrer à la fin d'une séance les participants ou les personnes présentes à un état de transe en incarnant des identités surnaturelles. La séance du Stambeli réunit un groupe de, entre guillemets, guérisseurs, formés d'un orchestre et d'une ou de deux femmes munies de pouvoirs surnaturels qu'on appelle Harifa. Le nom peut-être viendrait de Arafa, connaître, donc ce sont des dames qui, en principe, connaissent les secrets de la guérison des patients qui viennent danser. La musique rituelle semble jouer un rôle déterminant pour chasser les mauvais esprits, al-jinn, hashakoub. L'on commence au cours d'une séance préliminaire par l'identification de l'esprit maléfique, suite à quoi le groupe Stambeli procède à la séance de musique et de danse susceptible de guérir. Alors, de quoi se compose l'orchestre? Se compose du gombri et de 2 ou 3 joueurs de shkashak. Si vous voulez, voilà le gombri. C'est un instrument à cordes. J'ai toute la description ici dans mon texte, mais peut-être bien la photo qui n'est pas très claire, je vois. C'est une caisse de résonance avec un bras, des cordes qui sont accordées selon l'humeur de celui qui chante et qui joue, et qui est généralement le chef de l'orchestre, celui qui joue le gombri. Cet instrument n'existe que chez les tribus noires de Tunis, et exactement ceux qui pratiquent le stambeli, uniquement. Il n'y a pas d'instrument similaire dans la musique populaire des autres régions de la Tunisie. Il peut être remplacé par un autre instrument qui s'appelle gougei. La photo, s'il vous plaît, gougei. C'est gougei. Non, voilà. C'est un instrument à archer, semblable plus ou moins à rbeb en Afrique du Nord. On dit gougei ou gougui, ça dépend des chefs d'orchestre qui le prononcent soit gougé, soit gougui, et qui se rapportent d'ailleurs à certains instruments à archer, avec archer, qui se trouvent un peu partout dans le monde arabo-musulman. Mais le gougé est absolument propre à la musique stambeli de Tunisie. Ensuite, il y a les instruments de percussion, et en premier lieu, les shkashak. Shkashak, c'est ça, les shkashak. C'est un instrument de percussion qui fait partie des idiophones. C'est un ensemble de 4 éléments identiques ou de 2 paires, chaque élément constitué d'une plaque en fer présentant 2 cupules formant le corps de résonance. 2 perforations sur la surface plate médiane servent à fixer la lanière. Le shkashki, celui qui joue le shkashak, il introduit le pouce pour tenir un élément de la paire, le majeur ou l'annulaire pour le second. Il joue
donc en claquant entre les deux éléments. Tac, 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 tac. L'orchestre peut également comporter un joueur de banga, qui est un instrument de percussion de forme cylindrique sur un côté et d'une peau de chèvre. Je n'ai pas apporté la photo parce qu'il est peu usité. Donc le joueur de goumbri est, comme j'ai dit, le chef d'orchestre, le ma'allim. Ma'allim, c'est le mot arabe pour dire chef. Ma'allim le forgeron peut être ma'allim, un maçon ma'allim, et là, le ma'allim, le chef d'orchestre. C'est à lui qu'incombe la tâche du choix des pièces jouées ou des chants interprétés pendant la cérémonie qui porte le nom de diwan. En raison, pourquoi il est ma'allim, de son savoir et de sa maîtrise du répertoire et du jeu sur divers instruments. La transmission de son savoir se fait par voie orale. Le disciple succède à son maître après la mort de celui-ci, tout comme est la coutume dans la tradition musicale profane. Les chants sont généralement dans un langage inintelligible pour le commun des citoyens tunisiens. Je le dis franchement, il emprunte des vocables d'origine probablement africaine. Les instruments semblent être dotés d'un pouvoir magique, car ils sont de nature à établir une communication avec les esprits, incarnés dans le corps des adeptes, en les faisant même danser au cours des transes de possession rituelle. Comme le souligne Gilbert Rouget dans son livre « La musique et la transe », il dit « La symbolique des instruments de musique présente une double efficacité. D'une part, elle renforce la charge affective de la communication que ces instruments servent à établir entre les dieux et les hommes, et sur un autre plan, entre les musiciens et les danseurs. D'autre part, dit Gilbert Rouget, elle contribue à affermir le pouvoir des musiciens qui les utilisent et à accroître les ascendants sur les possédés pour lesquels ils les font résonner. » Fin de citation. Ceci s'applique parfaitement au rite des Aïssawa ou Aïssaouia, ce rite d'origine de Meknès au Maroc, qui est très vivace encore chez nous en Tunisie et qui fait entrer les danseurs en transe. Un mot sur les caractéristiques musicales du chant et de la musique du stambeli. Les chants sont formés de nouba. Et vous voyez que le mot nouba existe aussi bien dans le répertoire profane et dans le aussi liturgique chez les stambeli également. Dont chaque nouba donc, se caractérise par un aspect mélodique et rythmique distinctif, propre à chaque entité surnaturelle. Elle comporte essentiellement des parties instrumentales entrecoupées de chants répétitifs qui vantent les mérites de l'esprit invoqué. Leur présence dans la séance est plutôt secondaire. Ce sont les mélodies et les rythmes répétés et des rythmes effrénés allant crescendo qui requièrent la plus grande importance, puisqu'ils mènent vers un état second lorsque les danseurs se mettent à faire des mouvements oscillatoires du buste d'avant en arrière qui marquent les temps de chaque rythme. Les mouvements des bras sont exclus pendant la transe, sauf dans certains cas pour prendre appui sur les genoux pendant la phase descendante du balancement. Les cheveux dénoués de la harifa, donc cette ma'alma qu'il connaît, tendent avec le balancement de la tête à accentuer le mouvement oscillatoire du buste. Les rythmes maintenant, un petit côté technique, disons, ils sont soit... donc la gamme, tout d'abord, elle est généralement pentatonique, comme l'a expliqué mon ami et frère Si Ahmed. Donc elle repose sur 5 notes, penta, ça veut dire 5, qui sont... cette gamme-là de 5 notes n'existe
que dans la musique tunisienne d'origine subsaharienne. Et curieusement, nous avons une nouba de musique classique profane qui s'appelle la nouba Rast Ubaidi. Et le mot Ubaidi vient de Abid. Abid veut dire esclave. Et cette nouba a les mêmes caractéristiques qui reposent sur la gamme pentatonique. Quant aux rythmes qui sont joués avec l'eshqasha et d'autres instruments parfois, ce sont des rythmes soit binaires. J'explique un tout petit peu ça veut dire quoi binaire. On divise les rythmes en musique en binaire et ternaire. Chaque mouvement est soit divisé par deux. Lorsque je fais ça 1, 2, 1, 2, je divise pas par deux, je divise ça par deux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, ta, 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 soit 2 ou par 4. Tandis que les rythmes ternaires, terre ça veut dire 3, un temps que je fais ça est divisé par 3. Ta, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, il y a des rythmes binaires, comme ta, 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 ou ta, 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 ta. On entend ça dans la musique stambeli. Soit les rythmes ternaires, donc formés de temps chacun à 3, donc 3 plus 3, ça fait combien 6, 1, 2, 3, 4, ta, 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 1, 2, et les deux à 2 temps. Vous voyez 1, 2, 1, 2, 1, 2, ta, 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 et c'est et c'est le plus utilisé dans la musique stambeli, et c'est ces rythmes-là qui vont crescendo, qui mènent vers la trance. Je passe, pour ne pas dépasser mon temps, le temps imparti. Combien il me reste 3 minutes 5 4 minutes. Bon, c'est bon. Stambeli et modernité. La question que l'on est en droit de se poser est la suivante. Cette expression populaire d'origine subsaharienne, qui devient ancrée dans la tradition tunisienne, est-elle menacée aujourd'hui de perdre ses caractéristiques fondamentales en raison d'une ouverture tous azimuts sur le monde imposée par les médias et une mondialisation qui gagne tous les domaines? Il existe bien des voix qui s'élèvent un peu partout dans le monde pour que la culture reste épargnée de ce courant de la mondialisation. Cette expression est-elle au contraire en train de connaître une mutation positive résultant de cette ouverture et de l'exploitation des progrès technologiques? Je pose la question. Les aspects d'une transformation de certains chants populaires en Tunisie, comme dans le reste du Maghreb, ne passent pas inaperçus. Elles changent. Et les raisons, je vais citer quelques-uns. Premièrement, l'utilisation abusive de certains instruments électriques ou électroniques, tels que un synthétiseur, guitare électrique, etc. Deuxièmement, la séparation des chants de leur contexte socio-culturel et la perte progressive de leur fonction première en tant qu'expression authentique. Autre raison, l'impact de l'expansion touristique chez nous, comme peut-être dans d'autres pays, qui a généré de nouvelles formes de chants ayant la prétention de plaire à qui? Aux touristes. Donc, on modifie un tout petit peu ces chants-là en les faisant sortir de leur contexte et de leur langage authentique pour que ça aille moins difficilement, plus facilement à l'oreille d'un occidental, par exemple. Les ensembles de musique et de chants traditionnels, y compris qui exercent dans les zaouïas et autres lieux où se réunissent les fidèles des confréries à caractère religieux, sont donc contraints d'obéir à la loi du marché. Leurs chants deviennent ainsi un produit destiné à une plus grande consommation possible. Je conclus. Le stambeli, bien que d'origine subsaharienne,
fait partie intégrante aujourd'hui des traditions musicales tunisiennes. Il a gardé ses spécificités mélodiques et rythmiques et les instruments qui accompagnent son répertoire, encore vivaces, grâce à certaines zaouïas. Vous comprenez le mot zaouïa? Très bien. Comme celle à Tunis même de Sidi Saad. Sidi Saad est vénéré par les gens de Stambeli. C'est un saint, Sidi Saad. Ou Sidi Ali Lasmar. Et vous voyez la dénomination Lasmar, donc Asmar. Donc ces deux zaouïas font perpétuer la tradition heureusement. Les vertus thérapeutiques de Stambeli tendent quand même à perdre de leur éclat d'antan. Elles existent toujours, mais ça devient plus ou moins du folklore. Il est devenu une source d'inspiration pour certains jeunes, mettant le temporel avant le spirituel et voulant mettre à profit la richesse des rythmes et des mélodies. Leur démarche n'a pas encore atteint les objectifs. Avant de finir, je me permets de vous faire entendre quelques extraits de Stambeli, et quand même, j'ai parlé sans écouter même des bribes qui ont été collectées en 1960 par notre Michel Dignard, l'Allemand Wolfgang Lade, qui a séjourné en Tunisie en 1960 et qui a procédé à la collecte de centaines d'expressions musicales qui sont aujourd'hui gardées à la Phonothèque nationale au Centre des musiques arabes et méditerranéennes. Alors, si vous voulez bien, écoutons 1 minute de musique Stambeli telle qu'enregistrée par Wolfgang Lade qui dit au début 1, 2, 3. Donc il compte et puis on entend la musique. C'est possible? Ça c'est binaire. Chez nous on appelle ça le rythme Goubahi. Bon, ça va, merci bien. Enfin, si vous voulez bien projeter les liens, pour ceux qui s'intéressent, j'ai écrit les liens. Vous pouvez les copier chez moi, les liens, vous pouvez écouter ce qu'a enregistré Wolfgang Lade ou d'autres personnes, ces liens-là, pour ne pas vous faire perdre votre temps. Vous pouvez entrer et écouter. Merci beaucoup pour votre attention. Institut français, vivre les cultures.